Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on revient sur pourquoi j'ai décidé de ne pas attendre 65 ans pour vivre. Et déjà, ce qu'il faut comprendre depuis le début, c'est que moi, je suis quelqu'un de tout à fait normal. Et sûrement, ce qui change par rapport à d'autres personnes, c'est une prise de conscience un petit peu plus en avant que d'autres personnes. Et pourquoi ? Il y a un contexte particulier qui m'a fait en fait me lancer finalement dans tous ces investissements et dans tous ces éléments et qui a fait qu'aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis. C'est-à-dire que je suis en capacité d'arrêter de bosser et que j'ai encore de l'ambition sur différents projets. On reviendra dessus. En gros, moi, je viens d'une famille, on est 4 enfants. On habitait à Paris dans le 15e, dans la partie du 15e qui était la partie considérée comme 15e pauvre un peu à l'époque de Paris. Alors à chaque fois, on se compare avec ce qu'on connaît. Donc pour les personnes qui étaient autour de moi, j'ai fait un collège-lycée où les gens avaient vraiment beaucoup de moyens et je me rendais compte que je n'étais pas du tout en phase. Donc des personnes, par exemple, j'avais un pote, il m'invitait directement à aller chez lui dans sa maison en Tunisie et il payait le billet d'avion. Moi, je n'ai pas les moyens. Mes parents n'avaient pas les moyens de payer ce billet d'avion-là. De l'autre côté, mes parents étaient entrepreneurs, donc ils avaient quand même cette démarche entrepreneur et puis même ils étaient fils de commerçants indirectement. Donc mon grand-père, il avait un magasin de peinture dans un petit village en France. Mon grand-père maternel, lui, il faisait les marchés, il était polonais. Ils avaient 7 enfants de ce côté-là. Donc le niveau de bosser, il y avait des valeurs travail assez fortes. Et du coup, mes 2 parents avaient créé une boîte qui était une boîte de formation et de conseil en management qui accompagnait les grands groupes face aux enjeux managériaux. Et en fait, les enjeux managériaux, c'est les échanges humains, c'est comment on arrive à communiquer, comment on arrive à ensemble avancer dans une direction. Et moi, j'ai baigné dans cet univers-là. D'un côté, d'une école où les gens avaient vraiment beaucoup de moyens, j'étais totalement déclassé socialement. Et de l'autre côté, cet univers un peu entrepreneur où je voyais comme mes parents avançaient de ce côté-là. Et à la maison, 3 sœurs exceptionnelles à l'école qui passaient beaucoup de temps à lire, qui passaient beaucoup de temps à bosser, à avancer. Et voilà, et moi j'étais dans cet environnement-là. Un facteur qui a grandement marqué ma vie de ce moment-là, c'est quand j'avais 5 ans, mes parents sont séparés. Il y a eu un divorce qui a duré environ une dizaine d'années. Et alors là, j'avais du coup tous ces contextes dès le début, tous ces sujets d'argent étaient très présents parce que d'un côté avec mon père, il y avait cette notion de... Mon père disait tout le temps qu'il vivait dans l'abondance et du coup que l'argent venait à lui. De l'autre côté, j'avais ma mère sur le quotidien qui disait qu'on n'avait pas d'argent et que c'était compliqué et que c'était un peu galère. Et notre enfance était un petit peu dure, c'est-à-dire qu'on était du coup au début, j'ai un peu vécu avec mon père et avec ma plus petite sœur, on était séparés. Donc, je ne sais pas pourquoi ça a été fait à l'époque, mais en tout cas, moi, j'étais avec ma petite sœur, qui est ma grande sœur, mais on vivait avec mon père pendant 2 ans. Et de l'autre côté, il y avait mes 2 grandes sœurs qui vivaient avec ma mère. Puis à un moment, on était regroupés, mais mes grandes sœurs, pour moi, parce que ce moment-là, quand on est petit, en fait, le temps, on a une vision du temps, le temps n'est pas du tout le même plus on avance. Et je me suis retrouvé à vivre, et je me rappellerai toujours de cette scène, dans le 15e, du coup. On avait un appartement de 110 mètres carrés. Et je me retrouve à vivre, en fait, à rentrer dans cet appartement et à vivre comme si c'était mes cousines alors que c'était mes sœurs, quoi. Du coup, je me retrouve là, moi, donc avec ma mère et mes sœurs, à vivre dans cet appart, à partager ma chambre avec du coup ma plus petite sœur. Et je me dis, bon, comment on va faire ? Et moi, ce divorce et toutes ces choses-là, ou peut-être que c'était moi naturellement, mais bon, je pense que c'était grandement le divorce, ça m'a grandement impacté, donc... je galérais à lire, je galérais à écrire. Quand je devais lire en cours, c'était compliqué. Quand je devais écrire, je faisais tellement de fautes d'orthographe, je ne savais pas. En plus de ça, je pense que j'ai intériorisé à ce moment-là, d'un point de vue corporel, un peu tout stress. J'avais des problématiques dentaires sur mes dents de lait, sur mes dents. J'allais chaque semaine chez le dentiste, me faire triturer les dents toutes les semaines. J'y allais, c'était vraiment, vraiment très dur cette période pour moi. Donc, j'avais tout ça, j'étais en cours, je comprenais que je galérais un peu, puis on me donnait pas, et puis en réalité on s'occupait pas trop de moi. Quand j'étais avec chez mon père, lui, il était pas du tout dans les enfants, il s'occupait pas de nous, donc moi j'étais un peu laissé de côté, je comprenais pas trop. Il y avait quand même ma sœur qui s'occupait un peu de moi pour réussir à m'apprendre l'alphabet, etc. Non, j'avais pas du tout de suivi.
Et quand je me suis retrouvé avec ma mère, elle a remarqué un peu le décalage que j'avais et à quel point je pouvais galérer dans les matières scolaires. Et tous les soirs, elle me donnait des cours de rattrapage, donc c'est elle qui le faisait. Et je pense que, et je le comprends aujourd'hui, c'était indirectement assez violent. Alors c'était assez marrant parce que tous les soirs, vous imaginez, vous rentrez de l'école, donc vous avez galéré à l'école, vous rentrez à l'école et là vous passez 1 à 2 heures à refaire des cours de français. Et en fait, imaginez, alors moi je me mets maintenant à sa place, mais vous avez votre fils, donc toutes vos filles, ça cartonne, elles réussissent bien, etc. Alors vous, déjà, vous n'êtes pas forcément au top dans votre vie, hein. Vous êtes séparés du père de vos enfants, vous êtes clairement en dépression, vous essayez de vous relancer, parce que c'est lui qui a gardé la boîte que vous avez créée avec lui, vous essayez de vous relancer avec votre boîte, mais ça ne marche pas, vous vous retrouvez là, vous dites « Ok, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Donc elle était quand même dans cette phase très dure de sa vie, et le soir, elle se disait il faut quand même que je prenne la responsabilité de mes enfants, et j'ai le plus petit là, il galère quand même. Et vous comprenez pas pourquoi il n'y arrive pas, et à chaque fois vous réexpliquez des choses simples, hein, genre le verbe avoir, le verbe être, comment ça s'écrit, vous comprenez pas pourquoi il n'arrive pas à écrire des mots, et tous les soirs vous essayez de trouver des solutions, vous êtes avec lui, donc je me rappelle, on avait des cahiers, elle faisait des petits dessins pour m'expliquer des mots, elle essayait que je m'intéresse à ces choses-là, et que, alors pour moi c'était vachement dur, c'est-à-dire que je revoyais des choses qu'on avait vues la veille, j'y arrivais toujours pas, j'arrivais toujours pas à écrire. Je repensais à toutes ces dictées où en plus on me mettait des notes négatives à des moments, c'était terrible. Il y avait dictées sur 20, j'avais genre -7. J'étais là, bon, déjà ça va être un peu compliqué, donc le décalage par rapport à tout ça était vachement dur. Alors moi j'essayais de me démerder, donc de trouver des choses qui m'allaient, etc. Et puis en plus c'était d'autant plus dur que d'un côté de ça il y avait mes sœurs qui cartonnaient. Donc de côté mes sœurs cartonnaient. Elles avaient des très bonnes notes, c'était les premières de leur classe et tout, donc tout le monde me disait qu'ils ne comprenaient pas mon cas, etc. Et puis bon, j'essaie de me battre pour avancer là-dessus. Et en plus de ça, l'ambiance à la maison, franchement, nous, c'était un peu hardcore. C'était quand même sacrément violent, on dînait, enfin, c'était un mélange un peu de dépression et de gens qui sont un peu cloîtrés les uns avec les autres, et qui n'ont pas forcément envie d'être là les uns avec les autres. Et donc, en fait, c'était vachement dur chez nous, c'était un peu compliqué. Donc, il y a eu toute cette ambiance-là, et puis d'autant plus qu'après, ça a enchaîné. Je me suis retrouvé dans une école, du coup, bilingue, où j'ai pu rentrer, parce que mes sœurs étaient douées à l'école, une école qui est fantastique, hein, qui s'appelle l'École active bilingue, Janine Manuel, EAB maintenant, je pense, dans le 15e, où il y avait beaucoup de fils de diplomates, etc. Ça avait été créé, je crois, par la secrétaire du général de Gaulle, donc Madame Janine Manuel. Et j'arrive à rentrer dans cette école parce que mes sœurs étaient fantastiques. Moi, j'avais pas forcément le niveau. Et là, je me rends compte qu'un autre univers s'ouvre à moi. C'est non seulement mes galères classiques, à ça s'ajoutent les galères de parler anglais, quoi. Donc, heureusement que j'ai fait ça, hein, parce que moi, franchement, vu d'où je démarrais, franchement, je sais pas où j'aurais terminé si j'avais pas fait tout ça. Donc, je me suis retrouvé dans une classe, c'était la seule classe monolingue, où c'était une classe où on ne parlait pas, la moitié de la classe ne parlait pas anglais, l'autre moitié était bilingue. Et c'était la seule classe de, je sais plus combien il y en avait, peut-être 6 classes, 7 classes. Donc, il y avait 7 sixièmes, ou 6 peut-être, 6 sixièmes. Et il y avait une seule classe où il y avait la moitié des gens qui parlaient pas anglais et l'autre moitié qui parlait. Et toutes les autres classes, en fait, étaient déjà bilingues, donc ils faisaient déjà tous les cours, enfin une grande partie des cours, oui, tous les cours en anglais, quoi. Et moi, j'arrive dans cette classe monolingue, et là, on commence. Et alors là, je me rends compte que, bon, déjà, le français, c'était la galère, et maintenant, il faut apprendre à parler anglais. Et là, pareil, les mêmes problématiques revenaient chez moi. J'arrivais pas, on devait apprendre pour du jour au lendemain des textes, en fait. On avait des livres, et c'était très, très procédurial, en fait. Enfin, c'était un processus, quoi, pour cadrer les enfants et qui parlent anglais, et ça a vachement bien marché, en réalité. Ça marche très, très bien. Le seul truc, c'est qu'il faut vous dire que moi, j'avais du mal à apprendre, je comprenais pas ce qui se passait dans ma vie. Et pour le lendemain, du jour au lendemain, on devait apprendre un texte par cœur d'une quinzaine, vingtaine de lignes en anglais. Donc là, imaginez, vous prenez un texte en allemand et vous devez apprendre pour demain, et je vous encourage à le faire, un texte en allemand de 15 lignes où vous ne comprenez rien, vous ne savez pas comment le parler, vous ne comprenez pas les mots, vous devez l'apprendre par cœur pour le lendemain et savoir l'écrire, parce que le lendemain, vous allez avoir une dictée enfin, vous allez une chance sur 2 d'avoir une dictée pour réécrire tout le texte de 15 lignes. En réalité, c'est comme ça qu'on avance, hein. Mais putain, moi, ça touchait tous les trucs où j'étais mauvais. C'était terrible. Donc, je me retrouve dans cet univers-là. Je me retrouve en plus dans cet univers-là où je galère, mais tous les jours, il fallait bosser à fond. Donc, on avait, franchement, on faisait je pense qu'on faisait du 8h, 18h quasiment tous les jours. Enfin, surtout cette classe de monolingue. Parce que nous, on avait 7 heures, je pense, plus de 7 heures de cours d'anglais par semaine. Donc, on avait des cours d'anglais intensifs. Donc, tous les jours, on avait ces cours d'anglais-là, plus des cours normaux. Ce qui fait qu'en fait,
on se retrouve à bosser plus que les autres qui étaient en classe déjà bilingues, etc. Et là, on se rendait compte de vraiment la différencier avec les autres, donc on galérait. On était en monolingue. Les gars qui étaient avec moi, franchement, la majorité d'entre eux, pour rentrer dans l'école, il faut faire un test de QI, il faut faire un test. En fait, on vérifie, d'autant plus aujourd'hui, que c'est des personnes de bonne famille, que c'est des personnes qui ne vont pas poser de problème, qui vont finalement apporter, qu'il faut chacun. Enfin, la logique de l'école, c'est que chacun des élèves, en fait, apporte quelque chose à l'établissement et à ses camarades, quoi. Et qu'on s'aide tous à aller dans la bonne direction. Aujourd'hui, je comprends d'autant plus, et je pense que quand vous êtes parents, vous comprenez ça, qu'en fait, vous avez envie que vos enfants soient dans un environnement stimulant, avec des personnes intéressantes, et comme ça, elles vont se développer, et pas des personnes qui vont les tirer dans des choses négatives. Je me retrouve là-dedans. En plus de ça, commence à se mêler les relations amoureuses, l'argent. Alors, c'était une école, encore plus aujourd'hui, mais le niveau financier de l'école, on est dans les top 10%, 1% français. Et moi, j'étais absolument pas, en fait, dans ces niveaux-là. En fait, je me suis retrouvé à quelqu'un qui, globalement, pour la France, était classe moyenne supérieure, dans un environnement où quand vous êtes classe moyenne supérieure et que vous parlez avec la totalité des Français, ce qui n'arrivera jamais, mais en fait, vous vous rendez compte que vous êtes quand même financièrement plus à l'aise que les autres, à une phase où, en fait, je me suis retrouvé en pauvre dans cette école-là. Clairement, j'avais mes amis, ils avaient des façons de vivre que moi, je ne pouvais pas. Tous mes amis, la plupart, avaient des apparts vus sur Tour Eiffel, ou dans le 17e, des appartements haussmanniens de 100-150 mètres carrés. Ils allaient à Tokyo pour une semaine de vacances. Ils partaient aux États-Unis, etc. Puis vu qu'ils étaient la plupart d'entre eux déjà bilingues, en fait, ils avaient déjà eu ou un des parents qui vivait dans ce monde-là, etc. Des directeurs de boîtes. Donc il y avait le président du MEDEF, enfin les parents étaient présidents du MEDEF, étaient DRH de gros groupes français, américains, bref, il y avait tout ça, il y avait les enfants d'artistes aussi, ceux qui étaient paroliers des trucs qu'on écoutait à la radio, etc. Donc c'était un peu cet environnement, les fils de politiques, les fils de Carole Bouquet, les fils d'un peu tout le monde qui était dans ce truc-là. Bref, je me retrouve là-dedans. Donc je suis là, je me dis ok, j'ai beaucoup galéré, voilà où j'en suis, je continue à galérer, et moi, mon seul objectif, c'était finalement de ne pas me faire virer, quoi. Et là, j'ai eu un premier moment où je me suis dit, bon, faut que je me prenne en main, j'avais eu le droit de rentrer dans cette école si j'allais voir une orthophoniste. Une orthophoniste pour que je puisse régler mes problématiques d'écriture, mes problématiques d'apprentissage, et là, je suis allé voir l'orthophoniste, et ça m'a rajouté une couche supplémentaire, et l'école, je me rappelle très bien, je me faisais convoquer, en fait. On me mettait des coups de pression, on me disait, ouais, Victor... écoute, là, alors nous on était notés ABC d'ailleurs. Et si on se tapait des C, donc c'était A+, A-, et après c'était B+, etc. Et si on était dans les C ou dans les B, je crois, dans les B-, je crois que c'est B- jusqu'à C, quoi, on se faisait virer de l'école, quoi. Et moi je commence à me choper, alors du coup, d'un point de vue personnel et dans l'école, j'étais... directement le bon petit élève, c'est-à-dire que j'arrivais à l'heure, j'étais là, j'étais quelqu'un de poli, donc en tout cas j'avais pas de problématique de comportement, quoi, heureusement. Et de l'autre côté, je pouvais arriver, j'avais des B, des C, des choses comme ça. Alors il y a certaines matières où je me débrouillais mieux que d'autres, heureusement, mais en tout cas j'étais convoqué, on mettait des gros coups de pression du style... bon, là, il va falloir se réveiller, hein, il va falloir se mettre à travailler. Sinon, l'année prochaine, vous n'allez plus être là, quoi. Et on mettait des coups de pression comme ça. Et à un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé, je pense que mon rebelle interne s'est déclenché. Je pense que c'est un truc que j'ai gardé jusqu'à maintenant. Et je me suis dit, mais en fait, fuck, quoi. Fuck tout ça. J'emmerde le système. Le système, j'emmerde tout le monde, quoi. Et là, ça a été un gros crack pour moi. Il faut vraiment vous dire que quand j'étais en CE1, je crois, ou même en CP, j'avais des profs qui me faisaient passer au tableau pour se foutre de ma gueule en me demandant écrit crocodile, je savais pas l'écrire. Et là, la prof, elle disait non, mais regardez, il sait même pas écrire crocodile et tout, machin. Alors que c'était des profs fondamentalement gentils, hein. C'était pas, j'ai pas vécu un truc où c'était des profs vraiment qui voulaient me défoncer, quoi. C'était absolument pas ça. C'est même des profs gentils qui étaient dans la bienveillance, mais je pense qu'ils, même étant dans cette bienveillance-là, ils me mettaient dans cette situation-là. Et après, je me retrouve tous les jours confronté à mes échecs, de me dire merde, putain, je vais rechoper des 5, des 10 là, dans mes cours d'anglais, et je galérais tous les soirs. J'essayais d'apprendre ces putains de textes d'anglais là, où je disais, mais j'arrivais à tenir, je sais pas, moi, mes potes, ils y arrivaient en
En 30 minutes, j'ai un pote qui s'appelle Antoine, il est avocat maintenant au Luxembourg et lui, il arrivait, une fois j'allais bosser avec lui et je le voyais prendre les textes, putain, en une demi-heure, il avait appris le texte. Et il me disait, non mais regarde Victor, c'est facile. Et puis il restait à côté de moi et moi, il me fallait 2 heures, 3 heures pour apprendre le texte. Alors je galérais à retenir les trucs et tout. C'était galère, quoi. Donc je me retrouve dans ce moment-là et je pense qu'en fait, ce moment-là était un gros déclic pour moi et peut-être que vous allez l'avoir d'une autre façon, quoi. Et je me suis dit, mais fuck, en fait, fuck tout ça. Et je me suis dit, j'emmerde les autres, j'emmerde tout ça, je me débrouille tout seul à partir de maintenant. Et là, je suis allé voir ma mère, je lui ai dit, écoute, c'est fini, là. Tu t'occupes plus de moi, t'as plus rien à me dire. C'est terminé, je m'occupe de moi et je veux plus aucun commentaire. De toute façon, il n'y aura pas de commentaire sinon je me barre. Et là, j'avais, je sais pas, j'avais 12 ans, quoi. Et ça faisait 11 ans. Un truc. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté d'aller voir l'orthophoniste. Je me suis dit, ok, je m'occupe de moi et je trouve mes propres techniques pour m'en sortir et me démerder. Et en fait, c'est marrant parce que j'en parle pas trop de cette phase-là, mais j'ai vraiment l'impression que pour moi, ça a été. C'est une phase assez qu'il faut comprendre, qui est assez structurelle, où là, je me suis dit, ok, on essaie de m'expliquer des trucs, de me dire comment faire. Personne comprend en fait la situation dans laquelle je suis. Personne comprend mes émotions. Personne comprend à quel point je galère et à quel point, franchement, c'est hardcore pour moi. Donc, venez pas me faire chier, quoi, et je vais me démerder. Et là, la seule solution que j'ai trouvée pour m'en sortir, en fait, quand je faisais principalement dans l'histoire ou dans les cours de français, j'avais des sales notes parce que c'était incompréhensible ce que j'écrivais, quoi. Mais littéralement incompréhensible. Et j'ai compris que les gens se focalisaient sur la forme plus que le fond et qu'il fallait avoir de la forme pour pouvoir défendre un fond. Et ce truc-là est un gros déclic chez moi. Et je me suis dit, ok, bah dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est je vais me débrouiller pour plus faire de fautes. Et la seule façon que j'ai, moi, pour plus faire de fautes, vu que je suis incapable de retenir comment s'écrivent des mots, je vais en mémoriser certains. Et en fait, en mémorisant certains, en ayant un minimum de fond, je vais m'en sortir. Et du coup, ce que je faisais, alors il faut vraiment vous dire, avant que ce soit en philo, avant tous les trucs de français, etc., j'apprenais une liste de mots qui était toujours la même. Et en fait, j'avais un vocabulaire qui était peut-être d'une centaine, à peu près 100 mots, quoi, 100 à 1000 mots. Et c'était mon vocabulaire français. En fait, je répétais à chaque fois, donc des mots comme d'ailleurs. Comment on écrit un mot comme d'ailleurs. Et je le réécrivais jusqu'à ce que ce soit acquis. Et je passais mon temps, en fait, à réécrire ces mots et à garder un vocabulaire très restreint, mais que je maîtrisais. Et à partir de ce vocabulaire très restreint, je pouvais m'exprimer sur des questions qu'on me posait sans jamais aller très loin de ce mot de vocabulaire. Donc, le niveau, quand vous lisez ce que j'écrivais à l'époque, c'était pas fantastique, mais au moins, j'avais une forme, j'avais pas de fautes, ou très peu, parce que je me démerdais toujours pour faire des fautes. Et le fond passait à côté de ça. Et là, bizarrement, j'ai réussi à stabiliser ma situation. C'est-à-dire que je devais avoir un IQ très faible, mais en tout cas, j'avais un truc stabilisé. Et ça me permettait de passer les examens, passer les trucs comme ça, etc. Donc c'est un premier truc que j'ai compris, c'est ok, on fait ce truc-là. Donc là j'en suis là. Je me rends compte dans cette école que ok, les gens ont vachement de thunes, moi j'en ai pas. Donc je me retrouve à aller faire des bar mitzvah au Georges V où il y a les noms de mes potes qui sont écrits en glace et moi je comprends pas combien ça coûte ces trucs-là. Je me rends compte que c'est fantastique d'aller dans un palace comme ça. J'y vais, mes parents, j'avais qu'une seule paire de pompes, je me pointe habillé normalement, je me fais défoncer par les meufs qui me disent « Mais Victor, mais qu'est-ce que tu fais habillé comme ça, etc. » Sauf que moi, j'avais pas de thunes, et surtout, j'avais mes parents qui ne savaient pas ce que c'était cet univers-là, donc je me retrouve à aller dans des trucs, voire potentiellement aller dans ce genre de soirées, genre des pré-rallyes aussi, où en fait, je suis habillé, je devais ressembler pour les autres à un véritable clochard, quoi. J'étais sympa, mais en fait, c'était compliqué, quoi. Donc je me retrouve dans cet univers-là. Bon, heureusement, j'ai un très bon groupe de potes, on s'est bien marré. Et ils étaient, et j'avais pas mal de potes qui étaient un peu plus dans un univers rebelle, quoi. Donc en fait, ils étaient dans un truc où finalement, c'était plutôt pas mal. Et donc je me retrouve à galérer tout ça et je ressors de là plein de rêves, quoi. Donc mes rêves, ça a été quoi? Je me suis dit. Vas-y, moi mes sœurs elles font des cours d'anglais, elles parlent anglais, je vais réussir à être vachement bon en anglais. C'est la galère. Après je me dis je vais finir par réussir à être bon à l'école comme mes sœurs et tout. C'est la galère, je galère, c'est vraiment la merde. J'essaie juste de pas me faire virer, quoi. Après j'arrive au bac. Une de mes petites réussites, c'est que j'ai eu 17 au bac de français. Véritable miracle, alors que mes profs de français me disaient si t'arrives déjà à avoir 10, ce serait bien. Véritable miracle, parce qu'en fait j'ai tellement bossé le truc que finalement j'ai eu de la chance, mais j'ai tellement bossé que ça c'est avec mes techniques que ça s'est bien passé. Sauf qu'après j'ai oublié qu'il fallait que je bosse autant dans les autres matières.
Après, je me suis dit, ouais, je vais avoir une prépa vraiment sympa. Bam, je me retrouve dans une prépa pourrie dans le 13e, où en plus, donc moi, je venais du privé, où il y avait, tout le monde avait de l'argent. Je me retrouve dans un truc public où il y a des gars qui venaient des... Enfin, il y avait des racailles, quoi. Des mecs violents, mais qui étaient smart, mais qui étaient là. Oh, la cata, quand je me suis retrouvé là-dedans, je me suis dit, merde, qu'est-ce que je fais de ma vie? La plupart de mes potes, ils s'étaient tous barrés aux États-Unis, ou ils faisaient des prépas privés dans Paris, genre pour faire HEC. Et moi, je me retrouve dans ce truc-là, je suis là, oh putain. Et là, j'ai commencé à voir mon espèce de déclassement. Ce qui était très important pour moi, c'était quand même de réussir. Et je vois mon déclassement qui commence, quoi. Je fais cette prépa, je finis par passer. Et pareil, la prépa au début, ça va, je suis à peu près bon. Puis au bout d'un moment, je suis plus dedans, je finis par jouer aux jeux vidéo, à rien faire, je comprends plus rien en cours. Et là, on me dit, ouais, bon, bah. Et là, il y avait des personnes qui étaient franchement pas beaucoup plus, qui étaient pas très smart autour de moi, et je les voyais devenir meilleurs que moi parce qu'ils bossaient simplement. Je me suis dit, oh putain, et là, c'était la merde et tout. Et là, je vais me faire virer de la prépa. Donc là, je me suis dit, bon, bah, je recommence en deuxième année. Ils m'ont laissé passer parce qu'ils me trouvaient sympa, je pense. Je sais pas pourquoi. J'étais ric-rac, ric-rac. Et du coup, en deuxième année, je me suis dit, ok, je vais à la bibliothèque. Et j'allais à la bibliothèque et je rebossais la première année alors qu'on était en deuxième année de prépa. En fait, j'aurais dû refaire une première année, mais c'était hors de question pour moi. Et bon, je finis par m'en sortir vite fait. Je passe les concours de deuxième année. Et là, j'ai quelques écoles, mais absolument pas ce que je voulais. Pareil, je voulais, je sais pas, Centrale Lyon à l'époque, Centrale. J'étais tellement loin, j'ai pas le niveau. Je me retrouve à choper une école que je voulais pas faire à Paris, où je me rappelle, avec mon père, on allait en voiture à la Fnac Montparnasse et on sortait, il y a un garage pour la Fnac Montparnasse, et on sortait du parking et là, on voyait une école d'électronique. Et là, en regardant les gens, j'ai dit, mon père, mais ils ont l'air, ça a l'air pourri cette école. Et là, bam, c'est finalement, je finis par choisir cette école-là parce que un pote de mon père qui a un fonds d'investissement m'a dit, écoute Victor, les études c'est pas pour toi, barre-toi, tu verras, tu réussiras plus tard dans d'autres trucs, mais en tout cas arrête les études, c'est pas ton truc. Donc et mon père m'a dit, ok, vas-y, fais cette école-là et bouge-toi, avance dedans. Et je finis par prendre cette école-là, je rentre dans l'école. Et là, je me dis, mais merde, qu'est-ce que je fais là et tout. Et là, je me lance dans cette école. Et bon, ben, à partir de ce moment-là, j'ai continué, en fait, pour moi, enclencher les échecs, quoi. J'avais vachement d'ambition. Donc, je me retrouve dans une école d'ingé qui, pour moi, qui est dans le classement des, je sais pas, elle doit être 30e en France. Sauf qu'en France, il n'y a que les 5 premières écoles qui existent, quoi. Et moi, je me retrouve dans ce truc-là. J'ai tous mes potes qui ont réussi leur prépa, là. Ils sont tous en train de faire des trucs de fou. Où ils ont fait plein de trucs, ils réussissent. Moi, putain, j'ai que dalle. Après, je me retrouve dans cette école d'ingé. Bon, je me démerde, il y avait quand même pas mal de trucs qui étaient c'était assez intéressant pour moi. Donc, j'ai pu rejoindre la junior entreprise. Donc, très vite, j'étais dans le business avec des gars. Et franchement, ça, c'était une superbe expérience pour moi. Donc, on vendait des sites, on vendait des programmes à des gens. J'étais commercial. Ça m'a sauvé, en fait, d'aller là-dedans, quoi. Je me dis, j'aurais peut-être plus dû faire ça que de faire des études, quoi. Donc on fait ce truc-là, et puis là je me dis, ouais non mais moi je veux absolument être trader et tout, je me démerde pour rentrer au back-office d'une banque, puis finir par être assistant trader. J'étais en train de me dire, putain, je suis en train de réussir ma vie là, je suis en train de gaper et de revenir. Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, je me rends compte que le trading, c'est absolument pas mon truc, j'ai pas le niveau, trop de pression, que j'arrive pas à résister, que ce sera jamais ce que j'aime, quoi. Désillusion pas possible. Après, je me démerde, je me dis, ok, je vais faire des maths et tout, je me démerde par rentrer. C'est tout un concours de circonstances qui m'a permis de choper un truc de recherche, puis après d'avoir le fameux doctorat qui peut s'enclencher aux États-Unis pour après bosser aux US. C'était un peu mon rêve aussi, j'y vais. Puis en fait, je fais ce truc-là et je me rends compte que franchement, c'est hardcore, c'est horrible. Ça me faisait déprimer. Je me suis dit, merde, qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi. Après, en même temps, je développe une boîte avec une de mes sœurs, ma grande sœur. Je me suis dit, tiens, ça c'est le bon truc qu'il faut faire. Ouais, la tech, je maîtrise un peu et tout. On crée une boîte aux US, on commence à développer un business qui s'appelait Assembly, puis en fait ça galère, enfin ça marchotait, mais ça faisait pas vraiment, ça faisait quasiment rien comme argent, et puis on se disait mais merde, qu'est-ce que ça a pas réussi à avancer. Et après je me dis bon, je finis, je suis en train de créer un peu cette boîte qui gagne pas de thunes, je suis aux US, je me dis bon bah faut que je me barre des US, doctorat c'est pas mon truc, je vais pas y arriver. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Et là, mon beau-frère me dit, mais t'as qu'à faire le SCP et venir en finance d'entreprise, tu verras, ça sera largement mieux pour toi.
Et je me dis pourquoi pas. Je finis par avoir le SCP. Donc je vais pas en cours parce que les débuts des cours, à part les cours de finance d'entreprise, les cours de finance de marché, du coup je pensais que je maîtrisais, mais je maîtrisais peut-être les 2 premiers mois, quoi. Et du coup, je vais plus en cours. Et du coup, je me tape tous les rattrapages de la mort à l'ESCP. Putain, mais vraiment, j'ai déconné. Surtout que c'était à Londres. À un moment, c'était à Londres. Et je me rappelle, on n'a été que 2. En fait, donc le premier quarter, le premier semestre, on était à Paris. Et puis, il y avait beaucoup d'examens. Et moi, je me pointais sans quasiment rien avoir révisé. Enfin, je révisais la veille, mais ça passait pas du tout. J'ai pas les méthodes, c'était un peu hardcore. Et du coup, j'ai eu je sais pas combien de rattrapages. Genre, un cours sur 2, j'ai dû l'avoir en rattrapage. Et tous ces rattrapages se passaient au deuxième semestre quand on était à Londres. Et du coup, à Londres, pendant que mes potes se marraient le week-end, moi, j'avais tous les samedis matins des examens sur des cours que j'avais loupés. Et j'étais avec le fils Tétinger, donc des Champagnes, qui maintenant est très sympa. Et c'est le seul mec avec qui j'étais dans tous les examens, dans tous les rattrapages. Et les rattrapages, je sais pas comment ils se sont démerdés. Mais ils ont réussi à faire des rattrapages qui étaient plus durs que les examens classiques. Alors putain, je passais les rattrapages, j'étais vraiment pas sûr que ça fonctionne, quoi. J'étais même putain, je vais pas avoir le CP, ça va être la merde et tout. Donc je fais ça, donc je finis par me dire ouais, je vais avoir des banques américaines, des summers et tout machin. Finalement, je me dis non mais en fait tout ce truc-là, c'est peut-être pas mon truc. Je finis par choper un stage dans une petite boîte. Là où j'ai rencontré Gaspard de Monclin, celui qui a repris le Revenu pour ceux que ça intéresse. C'était la boîte de son père, qui était une boîte de M&A à Paris. Et je commence à bosser là-bas et je rencontre Gaspard aussi qui était venu. Et à l'époque, on pourra en reparler, mais à l'époque il était mannequin, Gaspard avocat et mannequin, c'était assez marrant. Il est venu bosser avec nous et avec les autres stagiaires, qui étaient des mecs très bien d'ailleurs, avec qui je suis toujours en contact, et qui viennent souvent au Drink Fire, donc n'hésitez pas à venir. Donc là je me retrouve à être dans cette petite boutique et tout. Et même là, beaucoup de pression. Je me rends compte que je suis pas le meilleur, mais on avance sur des deals, c'était pas mal. Et puis là, je me rends compte, je bouge et je vais chez Cassib parce qu'un mec de mon école s'est barré pour aller chez Goldman, un Italien. Et là, je me retrouve à aller chez Cassib faire du M&A. Alors, c'était pas du tout la même chose. Il faut quand même se dire que je faisais au début des présentations, des pitchs en fait pour des boîtes. Et j'essayais de trouver des repreneurs pour ces boîtes-là. Sauf que c'était des boîtes où les données financières n'étaient c'était pas des grosses boîtes très structurées, etc. Donc, toutes vos données intellectuelles de retraitement, de comptabilité, de retraitement de calcul, de valorisation d'entreprise, c'est assez dur à appliquer en fait sur des petites boîtes. Parce que les petites boîtes, en fait, plus vous êtes sur des petites boîtes, plus c'est dur à valoriser réellement. Plus vous êtes sur des grosses entreprises, plus le truc a c'est beaucoup plus tangible. Vous avez beaucoup plus de chiffres, vous avez beaucoup plus d'éléments, vous avez des vrais reporting financiers, etc. Donc, les valorisations ne sont pas du tout faites de la même façon. Donc, d'un point de vue intellectuel, les petites boîtes, c'est un petit peu plus délicat et vous n'êtes pas en capacité de réutiliser tout votre savoir-faire. Donc là, je me retrouve en banque d'affaires chez Cassib. Là, la vraie banque d'affaires, je me suis dit, je le fais à fond et tout, alors qu'à l'époque, je me suis dit, il ne faut absolument pas que je fasse ce job qui s'appelle le M&A, je ne vais pas survivre dedans. Et je me donne à fond et tout, et je deviens un peu chef des stagiaires à des moments, mais je galère aussi, je fais des erreurs sur les dossiers, je me fais poutrer et tout, pression astronomique sur moi. Et je galère, et c'est marrant parce que toutes ces phases de vie, l'élément qui est assez que j'essaie de vous partager, c'est qu'à chaque fois, je me suis vraiment mis dans les situations où c'était la merde, quoi. Et j'ai jamais été en avance par rapport à ce que je voulais faire, hein. Moi, j'ai subi toutes ces phases-là, hein. C'est à chaque fois, j'étais habitué à subir toutes ces phases de vie, quoi. Donc, je bosse à fond. J'étais avec ma copine de l'époque. Je la voyais. Souvent, je faisais une escale à 1h du mat en rentrant du taf avec le taxi. Elle habitait à Boulogne. C'était à la Défense, le job. Moi, je prenais mon taxi, je faisais une escale chez elle. Je l'embrassais, je lui disais bonne nuit, mais à 1h du mat, en gros, elle se réveillait. Et puis après, juste 5 minutes. Et après, je repartais en taxi jusqu'à chez moi dans le 15e à l'époque. Et cette phase-là, je me suis dit, bon, Victor, il faut quand même qu'à côté de ça, tu te démerdes. Et c'est là, en fait, où il y a eu un peu ce déclic, finalement, de la retraite. En fait, il y a eu 2 déclics. Le premier élément, c'est quand j'étais en école d'ingé juste avant, je discutais avec un de mes potes et j'avais l'impression de ne pas être dans mon élément, quoi. J'avais l'impression que j'étais là, Victor, tu peux pas rester là. Tu peux pas avoir l'ambition des gens qui sont autour de toi. Ils ont pas d'ambition. Eux, ils veulent juste un job pépère. Toi, c'est pas ce que tu veux. Toi, tu veux kill le monde. Rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi qui tu es, quoi. Donc vraiment, cette vision de soi-même en se disant, ouais, toi, t'es
Toi, t'es le mec qui va tout défoncer, tu peux pas te laisser aller, il faut vraiment que, ouais, limite que tu sois au-dessus des autres et tout. Donc, j'avais cette vision-là. Sauf que je galérais déjà à être dans la moyenne, quoi. Après, dans l'école d'ingé, j'ai fini par effectivement être dans le top 5% des gars parce que j'avais des super gars autour de moi, j'ai une superbe équipe. Et vu que c'était de l'ingé de l'informatique, l'informatique, ça a quand même été une passion pendant toutes ces années. Je passais mes nuits à être sur des ordi, quoi. Et là, à ce moment-là, avec un de mes potes qui s'appelle Étienne, qui est chez Amazon d'ailleurs. Et ce mec-là, je lui ai dit, écoute, à 26 ans, de toute façon, on est tous motivés à cet âge-là. On se dit, à 26 ans, je serai millionnaire et tout, on va y arriver, on va tout défoncer et tout, machin. On était à fond dedans, quoi. Et on se donnait à fond d'ailleurs dans cette boîte d'étudiants, là, cette junior entreprise, pour tout défoncer. Donc on se mettait à fond dedans, on essayait de tout défoncer, on était au taquet, c'était très bien. Sauf que je suis passé de cette dimension en train de me dire, ok, je vais être millionnaire à 26 ans, à 23 ans, où je me suis dit, oh putain, écoute mon gars, ça va pas le faire, c'est chaud. Et il y a donc je faisais de la fusion-acquisition, franchement, j'étais pas ouf, quoi. Enfin, je faisais un taf, c'était dur, la plupart des gens... En fait, c'est un truc qu'on se rend pas compte. On se rend pas compte de la difficulté du coup que les gens ont par rapport à leur vie. Donc, on a tous une vie un peu rêvée. On se dit, ah tiens, j'aimerais faire ça. Et on voit de l'extérieur, on se dit, ouais, les gens, ils bossent beaucoup, ils font ça, etc. En fait, moi, j'ai vachement de mal à me projeter réellement sur la difficulté des choses. Donc, on se rend pas compte que les gens, ils galèrent, que c'est dur, que c'est compliqué pour eux, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais merde, c'est hardcore, quoi. Là, je suis censé quitter la banque où je suis, continuer à me battre à fond pour choper des tafs intéressants, bouger peut-être, je vais bouger chez HSBC en M&A, ok. Mais en fait, j'étais au bout de ma vie, quoi. J'étais stressé, j'arrivais le matin, j'étais pas bien, c'était la merde. Dès qu'on m'appelait, en fait, j'alternais entre l'énergie de faire un nouveau projet et l'énergie de me dire que j'allais me faire poutrer, quoi, parce que j'avais fait une merde dans un projet. Donc, je faisais alors, quand un directeur m'appelait là sur un dossier, j'avais, je sais pas, une chance sur 4 de me faire défoncer la gueule. J'avais 3 chances sur 4 qu'on me dise ouais, bon, c'est bien, ou c'est bien ce que t'as fait, ou on avance sur le dossier. Et j'avais une chance sur 4 que le mec me dise non, mais attends, t'as fait un modèle de merde, ta valorisation c'est pourri, les chiffres ils sont pas bons, et puis en plus là, la stratégie, là, mais c'est n'importe quoi. Le secteur de la boucherie en Allemagne, ça ressemble pas à ça. Putain, à l'époque, il fallait quand même se dire, bon, il y avait Internet vite fait, mais il y avait Internet, quoi, mais pas comme aujourd'hui, quoi. C'était galère de choper. Enfin bon, c'était la galère. Ouais, j'étais dans cette situation-là. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'étais au bout de ma vie. En plus, avec ma meuf de l'époque, ça se passait pas super bien. Je sentais qu'elle commençait à prendre ses distances. En même temps, j'étais jamais là. Et j'étais pas au top de ma vie, quoi, au top de ma forme. Et là, c'est cette fameuse situation-là. Voilà, comme ça, vous le savez, là, je tombe sur la femme dans le métro là, qui a 45 ans et je me dis, putain, elle galère dans sa vie. Et en fait, je projetais tous ces échecs là, dont je vous parlais. Là. Je projetais tout ça et je me suis dit, mais merde, en fait, elle galère dans sa vie, c'est compliqué. Elle a du mal, elle a 2 enfants, ils ont un appart à Paris, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Elle a juste envie de quitter son taf et d'avoir une vie plus peinard, quoi. Et en fait, cette femme, je parlais de moi, mais c'est ça mon déclic. Et voilà comment je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Il faut que je me sauve d'ici, quoi. C'est une question de vie ou de mort. Je ne peux pas rester dans ce cadre-là. Ça ne marchera pas. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, dans mon idée à moi, et je pense que beaucoup de gens ont cette désillusion. Et généralement, c'est pour ça que je dis souvent que les gens s'arrêtent à 27, 30 ans, ou à 30 ans, il n'y a plus personne. Parce qu'en fait, ils ont vécu exactement la même chose que moi, les gens. Ils avaient des rêves. Ils se sont confrontés à ces rêves. Et en fait, c'est explosé, quoi. Ça ne marche pas. Moi, je me suis dit, mais en fait, faire des études, choper un taf, avoir une carrière, c'est pas pour moi, ça marchera pas. Je regardais dans la banque d'affaires ceux qui avaient 40 ans, déjà, tellement qu'ils se faisaient virer avant. Donc, il y a la beauté de la chose, de se dire que tu fais partie de l'élite, de ceux qui ne sont pas fait virer, mais il y a le concret de tous les jours où, en fait, tu subis un peu ta vie. Après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui adorent la prépa, il y a des gens qui adorent le M&A, ce style de vie-là, mais c'était pas pour moi. Et en fait, je me suis dit, merde, bon, bah, en fait, c'est pas pour moi. Là, je rentre dans un cadre où c'est pas une question d'être millionnaire, là, mec. C'est une question de réussir à t'en sortir, quoi. Qu'est-ce que tu fais ? Et là, je me suis dit, ok, il faut que j'achète un premier appart, que je me sécurise à Paris. En fait, ce que je fais, c'est que je regarde comment... j'ai déjà lu des livres rapidement dessus, mais je n'avais pas vraiment compris ce qu'ils disaient, quoi. J'ai regardé en ligne aux US comment faire pour être entier, quoi. Et je tombais sur le Boomer Fire et tout, qui expliquait qu'il fallait investir de l'argent en bourse et tout, machin. Moi, j'ai pas de thunes à mettre de côté, c'était la galère. Je me suis dit, bon, il faut que j'investisse, il faut au moins que je fasse de l'IMO.
Il y a des prix de Paris qui arrêtaient pas de monter. J'étais là, mais je vais jamais pouvoir rester habité dans ma propre ville, putain, c'est hardcore. Je finis par me démerder pour acheter un appart. Alors, rien de fantastique, hein, un rez-de-chaussée, dans le 15e pas cher, à côté du métro de Pasteur. Mais bon, ça valait quand même entre 300 et 400 000 euros, quoi. Et j'achète ce truc-là. Et là, je me dis, bon... Et en plus, en fait, ce qui a poussé aussi le passage à l'action, c'est que je voulais absolument me mettre en coloc avec un de mes potes qui était toujours étudiant à l'époque. Et du coup, on a fini par prendre un... Donc, on a déposé nos dossiers. Alors aujourd'hui, c'est encore pire qu'avant, mais à l'époque, pour choper un appart, c'était hyper compliqué. Et on finit par choper un appart. Et l'appart, on se met en coloc dedans. Et en se mettant en coloc dedans, donc je lui loue une chambre, mais bon, il y avait quand même le loyer à payer restant, mais bon, j'arrivais à me démerder. Enfin, le loyer, remboursement d'emprunt. J'arrivais à me démerder. Là, je me suis dit, bon, ben, écoute, cet appartement-là, à terme, il va te rapporter entre 1 500 euros par mois. Il faut au minimum que tu aies 2000 balles. 2-3 000 pour pouvoir vivre et être peinard et être en sécurité et avoir de la thune. Alors tout ce truc-là, en fait, de pression financière, je pense à indirectement ma mère qui n'a pas de thune, en fait. Elle a une retraite à 800 euros par mois, c'est tout. Et du coup, j'étais là, merde, je ne vais pas me retrouver dans ces situations, quoi. Donc j'avais cette pression de voir un côté que c'était possible de bien gagner sa vie, parce que j'ai mon père qui, franchement, à cette période un petit peu avant, gagnait vraiment bien sa vie, surtout pour l'époque, je pense, si on refait avec l'inflation. Puis de l'autre côté, j'avais ma mère qui avait vraiment pas d'argent, quoi. Donc j'avais un peu des deux. Et je disais, merde, Victor, faut juste que tu trouves un moyen d'être peinard, quoi, de sortir de cette dépendance où c'est taf, c'est job, tu n'y arriveras pas. Et du coup, j'achète un deuxième appart, mais en réalité, je me retrouve avec 2 apparts à Paris où factuellement, si je les mets en full location, ben, je perds enfin, il faut que je remette de l'argent, il faut que je fasse de l'épargne forcée tous les mois, mais il fallait que je fasse entre 1000 et 2000 euros d'épargne forcée tous les mois. Et là, j'étais là, ouais, putain, en fait, c'est la merde, quoi. Ce truc d'acheter de l'IMO, là, ça marche pas, là, c'est la cata. Et je me suis dit, bon, bah, il faut que tu retrouves autre chose, il faut que tu retournes bosser quelque part, etc., machin. Et là, j'ai eu un moment, en fait, où j'étais tellement indirectement au bout de ma vie que j'avais une opportunité de partir en Afrique. Et j'étais au bout de ma vie, mon couple il battait de l'aile. J'ai revu Étienne, là, on prend une bière, j'ai fait écoute, soit je retourne faire du M&A lundi, soit je pars au Kenya. Et pile ou face, c'est tombé sur pile Kenya. Je suis parti au Kenya et je suis parti bosser dans un fonds d'invest là-bas. Enfin, un fonds d'invest, un fonds d'invest. Et là, je pars. Et en fait, cette phase-là m'a permis de... C'est pour dire à quel point, franchement, j'étais, par rapport à tous mes plans initiaux, c'était vraiment la merde, quoi. C'était vraiment, vraiment hardcore. Et puis, plus tout ce truc-là avance, plus je me dis... Enfin, je continuais à essayer de vivre cette vie où je pouvais m'en sortir, avoir cette vision que j'avais de cette vie à un certain niveau financier, cette vie qui, moi, me semblait la vie la plus attractive pour moi. À un moment, j'ai compris ce calcul, qui est le calcul de votre montant Fire. Donc, si vous voulez, par exemple, 2500 euros par mois, vous faites x12 divisé par 4%. Du coup, si vous investissez 750 000 euros, vous avez 2500 euros par mois. Donc, j'avais compris ce calcul-là. Je commençais à le comprendre de plus en plus. Je commençais à acheter d'autres invests. Donc, j'ai fait un immeuble à 3. J'ai fait coloc à Aubervilliers. J'ai commencé à faire des Airbnb, beaucoup à Paris, beaucoup dans l'Est. J'ai commencé à acheter d'autres immeubles. Et plus ça avançait, plus en fait, c'est marrant parce que à chaque fois que j'étais dans des nouveaux tafs, donc j'ai chopé des tafs de direction, j'ai eu de la chance, hein, j'ai chopé des tafs de direction dans les grosses startups et tout, je gagnais relativement bien ma vie, etc. Mais à chaque fois, tous ces tafs, en fait, j'ai répété cette confrontation à la difficulté. Hein. Donc c'était tellement dur. Franchement, à chaque fois que je bossais, c'était tellement dur pour moi. Tous ces tafs ont été tellement durs. J'ai jamais eu un taf où je me suis senti putain, c'est top. J'ai jamais eu un taf, en fait, où je me suis dit, putain, je gagne vachement bien ma vie. En plus, c'est facile, quoi. Alors après, ça doit être ma tolérance. Alors, je pense que d'un côté, c'est mon ambition, en me disant, ouais, non, mais attends, là, faut que je gagne plus. De l'autre côté, ça doit être ma tolérance au quotidien, je sais pas, mais à chaque fois, ça a été d'une difficulté, quoi, vraiment hardcore, quoi. Mais je vous le dis, hein, hardcore. Et c'est marrant parce que même aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, ces 3 dernières années, ça a été mais tellement hardcore, quoi. Et j'ai toujours continué à essayer d'avancer dans cette difficulté, donc à la fois de sécuriser, donc de mettre des briques de côté, donc tous les apparts, tous les immeubles. Et je me rappelle, pour me rassurer, je regardais mes tableaux en me disant, mais Victor, regarde, ce mois-ci, t'as mis 5 000 euros de côté. En réalité, t'es à 3 000 euros de cash flow, donc tu peux à peu près t'en sortir.
où tu es à 4 000 euros de cash flow, donc tu es à 4 000 euros de revenus passifs, regarde, tu peux t'en sortir, je bidouille les trucs dans tous les sens pour me dire, écoute, tu peux t'en sortir, tu peux t'en sortir. Et alors que, parce que mon quotidien, je le trouvais vraiment hardcore et pas sexy par rapport à ce que j'attendais. Et tout ça, pour en arriver indirectement là où j'en suis, aussi les 3 dernières années, donc aujourd'hui, je sais pas combien de biens IMO, et puis une vie qui est franchement pas mal, sauf qu'avec de nouveaux enjeux aussi. Ce qu'il faut retenir, c'est que la vie, à chaque fois, ce sera des enjeux supplémentaires. Et aujourd'hui, c'est ce que je vais faire et ce que je fais depuis déjà pas mal de temps, mais j'ai du mal à le faire, mais là, je vais franchir parce que, en fait, la vie vous envoie à chaque fois des nouvelles confrontations et des nouvelles étapes et des nouvelles choses à surmonter pour pouvoir progresser, quoi. Et là, la phase de la vie dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est je suis vraiment juste à 2 doigts d'avoir exactement tout ce que je veux dans ma vie, quoi. Et là, il me manque les derniers centimètres à franchir. Et ces derniers centimètres, c'est comme des kilomètres, ils sont excessivement durs et hardcore. Et c'est ce que j'essaie de faire en ce moment. Je vais vous éclairer parce que je vais vous dire concrètement, c'est des choses très factuelles. Et c'est là où j'en suis. Et je compte bien cartonner tout ça, mais c'est juste pour vous dire que à chaque moment, il y a eu des étapes. Je voulais vous montrer en fait toute cette histoire un peu de... dites-moi ce que vous en pensez, hein. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Insta, sur LinkedIn, mais la réalité derrière ce que vous voyez de mon côté, quand je vous dis que je suis hyper content d'avoir acheté un nouvel appart, d'avoir pris une boîte ou d'avoir fait quelque chose, ou d'avoir aidé certains d'entre vous à avoir fait des invests, au fond du fond, hein, c'est un paquet de galères, quoi. Donc je vais vous partager toutes ces étapes-là qui m'ont mené en fait à me dire j'ai pas le choix, quoi. J'ai pas le choix de me lancer et pas le choix finalement de faire ces invests et de me retrouver avec la vie que j'ai aujourd'hui. Et n'hésitez pas, et vous partagez-moi tout ça sur Insta, sur LinkedIn, quels sont vos ressentis et qu'est-ce qui vous pousse intimement à avancer de ce côté-là. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.